Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, d'épargne. Le but, c'est vraiment d'arriver à épargner plus tous les mois sans vous priver. J'insiste là-dessus parce que l'objectif, c'est pas de manger des pâtes tous les jours. Donc, il faut avoir une vie qu'on estime sympa, sinon on crée de la frustration. Mais il faut aussi arriver à épargner. Alors, à la fin de cette masterclass, vous saurez comment gérer un budget efficacement, comment augmenter vos revenus et comment augmenter votre épargne, du coup, tous les mois, sans vous priver. Cette masterclass, elle s'adresse donc principalement à ceux qui ne maîtrisent pas aujourd'hui leur budget, à ceux qui n'arrivent pas à épargner tous les mois et à ceux qui sont stressés par leurs finances. Un des objectifs d'ailleurs de cette séance aujourd'hui, c'est de vous donner la sensation de reprendre le contrôle de vos finances et le budget, c'est un des meilleurs outils pour ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas là aux deux premières séances, je me présente rapidement. Je suis trader à Londres, à City de Londres. Là, c'est le bureau où je travaille, juste derrière le Royal Exchange. Euh, Ça fait 20 ans que je suis en trading. Là, je suis responsable d'une équipe de trading sur les actions et devises. En parallèle, je suis aussi gérant immobilier. J'ai plusieurs sociétés immobilières et hôtelières en France et en Angleterre. Je suis aussi coach financier. Donc j'aide les personnes que j'accompagne à mieux gérer leur argent, à mieux investir, plus épargner. Et c'est à ce titre que j'ai fait ce partenariat avec Spoon. Et je suis aussi auteur du livre Le million pour tous. Pareil, c'est pour aider les lecteurs à devenir indépendants financièrement le plus rapidement possible. Alors, n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. J'ai mis mon adresse là, LinkedIn Raphaël Dazé. Envoyez-moi un petit message aujourd'hui ou demain et je vous répondrai. Je vous enverrai en plus un petit cadeau bonus. Donc n'hésitez pas à vous connecter. On commence. Donc l'épargne, vous avez deux façons d'augmenter votre épargne. Il n'y en a pas 36, hein. Il y en a deux. La première, c'est de réduire vos dépenses et la deuxième, d'augmenter vos revenus. Donc on va commencer par la partie dépenses et je vais commencer par les plus grandes erreurs que je constate. La première, sur la partie dépenses, c'est de ne pas savoir justement où part votre argent. Les petites dépenses invisibles s'accumulent et deviennent plusieurs centaines d'euros par mois sans que vous en rendiez compte. Donc sans visibilité sur vos dépenses, impossible de savoir combien vous mettez de côté chaque mois. Vous n'arrivez pas à anticiper et du coup vos projets avancent moins vite. Par exemple, acheter un appart, partir en vacances ou agrandir votre maison, tout ça prend beaucoup plus de temps que si vous aviez une bonne visibilité et si vous pouviez anticiper. Du coup, cette incertitude crée aussi du stress. Vous vous demandez à chaque achat si vous pouvez réellement vous le permettre, et vous êtes frustré d'être régulièrement à découvert. Tant que vous ne maîtrisez pas vos flux d'argent et que vous ne savez pas exactement combien vous épargnez tous les mois, vous n'arrivez pas à augmenter votre niveau de vie. Donc ça, c'est la première erreur. Seconde erreur, c'est de ne pas faire de budget. Le premier intérêt d'un budget, c'est de vous faire dépenser mieux. L'analyse des dépenses permet de prendre conscience de la façon dont vous dépensez votre argent. Et ensuite, la construction d'un budget permet de valider ce choix. Par exemple, si vous dépensez trop en sorties quotidiennes et que vous n'avez jamais assez d'argent pour partir en vacances, bah, du coup, en faisant un budget, vous pouvez réajuster ces deux postes et c'est vous qui décidez. Vous choisissez où vous voulez dépenser votre argent
Et du coup, cette décision est prise consciemment et plus subie. Et ça donne la sensation d'être vraiment au contrôle de ses finances. L'autre intérêt du budget, c'est de vous faire dépenser moins. En suivant bien son budget, on réduit le risque de faire des dépenses imprévues ou de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et du coup, ça permet de réduire nos achats, consciemment ou non d'ailleurs. Troisième erreur, c'est de mal faire son budget. C'est une chose de faire un budget, mais ça en est encore une autre de bien le faire. Donc si vous faites un budget trop compliqué ou ultra détaillé, vous prenez le risque d'abandonner au bout de quelques semaines. Donc un bon budget, ça doit être simple. Un bon budget doit aussi être réaliste. Euh, Beaucoup se disent par exemple qu'ils vont dépenser 80 euros en restaurant par mois, alors qu'en fait ça fait 2 ans qu'ils dépensent plus de 200 euros. Donc le budget doit être basé sur la réalité de vos dépenses, pas sur vos intentions, au moins dans un premier temps. Euh, Ne passez pas trop de temps sur votre budget. En règle générale, un budget annuel et un suivi mensuel suffisent. Pas besoin de faire un budget hebdomadaire et encore moins de vérifier tous vos tickets de caisse. L'objectif, c'est quand même d'y passer le moins de temps possible, parce que enfin, c'est quand même une tâche un peu pénible. Donc, moins on y passe de temps, mieux on se porte en général. Par contre, ça sert à rien de faire un budget si vous le suivez pas. Donc, c'est le suivi du budget qui va vous permettre de réduire vos dépenses. Si vous avez un budget réaliste et que vous atteignez vos objectifs, le suivi ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes par mois environ. Donc c'est pas chronophage. Il faut vraiment faire ce suivi. Quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif d'épargne. La plupart des gens épargnent ce qui leur reste en fin de mois, donc généralement pas grand-chose. Si vous n'avez pas d'objectif précis, l'épargne passe après tout le reste et votre compte en fin de mois finira généralement à zéro. Si vous n'avez pas d'objectif, vous savez pas non plus si vous épargnez ou non, enfin, si vous épargnez assez ou non. Euh, Vous vivez dans le flou financier et cette incertitude crée pas mal de stress. En fait, le cerveau, il adore progresser vers une cible. Et sans cible, il a tendance à décrocher. On perd de la motivation et du coup, bah, on épargne moins. Donc si vous épargnez moins, vous retardez votre liberté financière de nombreuses années. Ça vous condamne à travailler plus longtemps et du coup à accepter des boulots potentiellement moins intéressants. Donc ça, c'était les quatre grands problèmes. On va voir maintenant les solutions. Euh, première solution, c'est de bien analyser vos dépenses. Vous ne pouvez pas améliorer une situation que vous ne connaissez pas. Donc, en général, d'analyse se présente comme ça sous quatre parties. Vous avez en haut tous vos revenus, ensuite les charges fixes, les charges variables et la partie épargne-investissement. Donc, dans la partie revenus, vous mettez évidemment bon, en général, c'est les salaires qui sont la plus grosse partie de vos revenus. Ensuite, les bonus, les intérêts sur vos différents placements. Si vous avez des revenus locatifs, vous pouvez ajouter une ligne, revenus divers. Ça vous permet de calculer le montant total de revenus. Cette case, elle est importante parce que c'est le montant maximum que vous pouvez dépenser. Bon, là, c'est des chiffres annuels, mais si vous faites ça par mois, c'est le montant maximum que vous pouvez dépenser par mois. Ensuite, vous pouvez diviser toutes vos dépenses en charges fixes et charges variables. Euh, donc dans les charges fixes, vous pouvez mettre les loyers, enfin ou tout ce qui concerne votre logement,
L'alimentation, même si c'est pas exactement le même montant tous les mois, vous avez besoin de vous nourrir tous les jours. Les transports, éventuellement la garde des enfants si vous en avez, l'énergie, donc tout ce qui est lié à l'électricité ou au gaz lié à l'appartement, télécommunications, donc tout ce qui concerne téléphone, internet, Netflix, tout ça, les dettes hors immobilier si vous en avez, et mettez une petite case fourre-tout divers fixes, avec toutes les autres petites dépenses fixes récurrentes. Ensuite, vous avez les charges variables, donc les vacances, les sorties, les loisirs, le habillement par exemple, et pareil, mettez une case fourre-tout divers variables. Et après, la partie qui est importante et que beaucoup de gens ont tendance à oublier, la partie épargne investissement. Et c'est cette partie-là qu'on veut faire grossir progressivement. Donc là, vous pouvez mettre le prêt immobilier, euh, la partie remboursement du capital, euh, d'autres investissements si vous en avez, si vous faites des virements réguliers vers, euh, vers une assurance vie ou des comptes d'épargne, bah, vous pouvez les mettre là. Voilà. Et c'est cette partie-là qu'on veut vraiment faire grossir. Le, Là, c'est des exemples de catégories, hein. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ces exemples-là. Euh, Ce qui est bien, c'est d'avoir disons une vingtaine de catégories à peu près au total. Si vous en avez moins de 10 ou moins de 15, peut-être que ça va pas être assez détaillé. Si vous en avez plus de 25 ou 30, au contraire, ça va être trop détaillé et du coup trop compliqué à maintenir. Vous aurez des petites sommes qui veulent pas forcément dire grand-chose. C'est pour ça que moi je garde le divers fixe et le divers variable pour mettre un peu tous les trucs, toutes les petites dépenses que vous n'avez pas besoin nécessairement de regrouper, quoi. Et en faisant ce tableau-là, vous pouvez donc calculer assez rapidement qu'est-ce que représentent vos charges fixes, qu'est-ce que représentent vos charges variables et qu'est-ce que représente votre épargne. Idéalement, vous avez cette répartition, les charges fixes à peu près 50% de votre salaire, les charges variables 30% et l'épargne et investissement 20%. Deuxième action à mener, donc une fois que vous avez fait cette analyse des dépenses, vous trouverez peut-être déjà immédiatement des postes à réduire. Donc si c'est le cas, tant mieux, vous avez déjà des économies possibles. Si c'est pas le cas, il faut prendre les postes un par un pour essayer de trouver des économies. Donc commencez par les gros postes, parce que c'est plus simple d'économiser sur un poste à 1000 euros que sur un poste à 100 euros. Mais par contre, ne négligez pas non plus les petites dépenses, parce que enfin, il y a l'exemple connu du café, si vous arrivez à économiser un café par jour, ça vous fera économiser plus de 100 000 euros sur l'ensemble de votre carrière. Donc, les petites dépenses peuvent avoir des gros impacts sur le long terme, surtout si elles sont récurrentes. Troisième action, faire un budget annuel. Donc, vous partez de vos dépenses actuelles. Donc, par exemple, là en ce moment, c'est un bon moment. Vous pouvez faire l'analyse de vos dépenses sur toute l'année 2025. Donc vous rentrez là, enfin la colonne actuelle, c'est mettons ce que vous avez fait en 2025. Vous mettez ce que vous espérez économiser dans cette colonne. Vous rajoutez l'inflation, parce que malheureusement les prix augmentent d'une année sur l'autre. Donc, statistiquement, on paiera la même chose, enfin, on paiera un peu plus cher pour les mêmes produits. En moyenne, c'est 2% par an. Et ça vous donne un budget annuel facile à faire. Un des intérêts justement de ce budget,
c'est de calculer le taux d'épargne. Donc, le taux d'épargne, c'est tout ce que vous épargnez divisé par tout ce que vous gagnez, l'ensemble de vos revenus. Donc là, dans cet exemple ici, c'est 12 000. Donc vous voyez que 12 000, il y a des investissements, de l'épargne régulière. Souvent, les gens, quand je leur demande combien vous épargnez, ils pensent que à celle-là. Ils pensent que à leur virement qu'ils font tous les mois sur une assurance vie. Mais il y a d'autres choses. Il y a bon, éventuellement d'autres investissements si vous faites des investissements ponctuels. Si votre compte, il augmente, s'il est à 2 000 € en début d'année et à 5 000 € à la fin de l'année, votre compte, il a augmenté de 3 000 €, bah, du coup, c'est 3 000 € que vous avez épargnés. Donc, typiquement, il faut le rajouter ici, quoi. Donc, une fois que vous avez cette bonne vision-là, vous calculez l'ensemble d'épargne investissement, c'est 12 000 €, rapporté aux 60 000 € de revenus, ça fait un taux d'épargne de 20%. Donc ça, c'est super important à calculer parce que c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est pas de réduire vos dépenses, même potentiellement pas d'augmenter votre salaire, c'est vraiment d'augmenter votre épargne. C'est l'augmentation de votre épargne qui va permettre d'accéder à votre indépendance financière plus rapidement, globalement de sécuriser votre avenir financier beaucoup plus vite. Donc une fois que vous avez votre taux d'épargne actuel, vous euh, vous pouvez comparer déjà un peu avec les Français. En moyenne en France, on épargne 16% de son salaire. Donc vous voyez on n'est pas très loin des 20%, de l'objectif de 20%. Par contre, il y a des grosses différences. Euh, donc là, j'ai mis les stats par quintile. Donc le premier quintile, c'est les 20% qui ont les salaires les plus bas. Donc eux, ils ont 13 000 € de salaire annuel en moyenne. Et le cinquième quintile, c'est ceux qui ont enfin les 20% qui ont les salaires les plus élevés. Eux, ils ont 56 000 € en moyenne. Et vous voyez que le taux d'épargne est à 16%, mais évidemment beaucoup plus bas pour ceux qui ont un salaire faible, il est que à 3%. Vous voyez que ça augmente à 5, 10, 11. Et ceux qui ont des gros salaires, c'est eux qui tirent la moyenne par le haut parce qu'ils arrivent à économiser beaucoup plus. Donc si vous êtes dans le cinquième quintile, c'est pas 20% qu'il faut que vous visiez, c'est 28, voire potentiellement plus. Donc ce tableau-là vous permet déjà, vous pouvez mettre votre salaire et ça vous donne un objectif d'épargne. Une fois que vous avez votre objectif d'épargne, euh, essayez de l'augmenter. Ça, pareil, c'est ce qu'on veut faire sur le long terme. Votre taux d'épargne actuel, il importe pas tant que ça. Bah, c'est sûr que, évidemment, c'est sûr que c'est mieux si vous commencez si vous commencez haut, mais même si vous commencez bas, moi j'ai plein de gens qui commencent, ils ont moins de 5% d'épargne. Mais s'ils mettent en place une stratégie pour augmenter leur épargne progressivement sur le long terme, en fait, enfin, très rapidement, non, parce que c'est sur le long terme, donc on parle quand même de pas mal d'années, mais ils peuvent progressivement passer de 5% de taux d'épargne à 20%, voire plus. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais ils peuvent se fixer, par exemple, d'augmenter leur taux d'épargne de 1% par an. Donc pour augmenter ce taux d'épargne, bah là, on revient aux deux options initiales. Soit vous réduisez vos dépenses, c'est ce qu'on a vu là, soit vous augmentez vos revenus, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là encore, il y a beaucoup de gens qui font les mêmes erreurs
et qui n'arrivent pas à augmenter vraiment leur revenu, la première erreur, celle que je vois le plus, c'est de ne pas négocier son salaire. C'est alors c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus chez les jeunes. En général, ils ont peur de paraître un peu ingrats, ou alors ils se rendent pas compte que l'employeur ne leur fait pas la meilleure offre. Faut considérer que surtout quand on commence à bosser, enfin, peu importe l'âge, mais quand on change de travail, l'employeur garde souvent une marge de 5 à 15% de salaire. Donc c'est autant d'argent qui pourrait être dans votre poche si vous arrivez à négocier le haut de la fourchette. Le, le premier salaire est vraiment important parce que c'est lui qui va impacter toute votre carrière future. En général, vos futures augmentations, elles sont liées à votre salaire initial. Donc plus vous commencez haut, plus vous gagnerez par la suite. Une augmentation du fixe entraîne en plus d'autres avantages. Le bonus, déjà, étant un pourcentage du fixe, si vous augmentez votre fixe, vous allez augmenter aussi le variable. Et plus vous avez un salaire élevé, plus votre valeur est perçue comme importante en interne. Une augmentation du fixe peut même du coup vous donner accès à plus de responsabilités par la suite. Donc, il y a aussi un problème d'image. Euh, une personne qui ne négocie pas peut être perçue comme pas assez ambitieuse ou n'ayant pas assez confiance en elle. Donc, non seulement elle perd tous les avantages financiers que je viens de lister, mais en plus, elle renvoie une mauvaise image d'elle-même. Donc vraiment, j'insiste, euh, première règle, c'est de systématiquement négocier votre salaire. Ensuite, il faut bien le négocier. Donc c'est pareil, c'est comme pour faire le budget. Ça sert à rien de bien faire un budget si on le fait mal. Là, ça sert à rien de négocier son salaire si on le fait mal. Donc il faut pas le faire n'importe comment. D'abord, n'arrivez pas sans chiffre précis. Si vous négociez juste en disant je voudrais être mieux payé, peu probable que ça marche. Il vous faut des données concrètes, soit des annonces d'emploi similaires, soit des études salariales. Meilleur des cas, c'est d'avoir une offre d'un autre employeur. Donc, sans chiffres précis, vous avez pas vraiment de crédibilité. Ne parlez pas non plus de vos besoins personnels. C'est pas parce que vous venez d'avoir un enfant ou de prendre un crédit que vous méritez une augmentation. Moi, je l'ai entendu pas mal, ça. Euh, à chaque fois, ça me fait sourire parce que l'employeur, d'une manière générale, il se moque de votre vie personnelle. Il regarde que la valeur que vous apportez à la société. Et du coup, bah, il faut justement avoir démontré cette valeur au préalable. Vous devez avoir conscience de votre valeur et il faut surtout que votre manager en ait conscience aussi. Donc, si vous avez une évaluation standard, vous aurez forcément plus de difficultés à négocier quoi que ce soit. Dernier point, préparez l'entretien à fond. Réfléchissez à ce que vous diriez si le recruteur accepte votre chiffre. Réfléchissez aussi à ce que vous diriez s'il le refuse. Et s'il le refuse, est-ce que vous avez un plan B? Donc, il n'y a pas grand monde qui réfléchit à tous ces scénarios. Et du coup, ils bafouillent ou ils perdent du temps dans la négociation. Alors qu'en fait, ça doit être direct, instantané. L'argument, il doit être limpide. Vous devez quoi dire en fonction de toutes les réponses enfin, de toutes les réponses possibles du recruteur. Et ça se prépare en amont. Troisième erreur, c'est de ne pas optimiser ses actifs. Votre cerveau, c'est votre plus gros actif, d'où la nécessité
de maximiser d'abord votre salaire. Ensuite, vous pouvez optimiser vos autres actifs. Vous pouvez louer par exemple votre maison quand vous partez en vacances ou votre voiture durant la semaine si vous l'utilisez que le week-end. Vous pouvez optimiser votre capacité d'emprunt. Ça, on en avait un peu parlé dans la séance investissement. Si la banque peut vous prêter de l'argent, bah, c'est une somme d'argent que vous pourriez investir et qui pourrait générer des revenus supplémentaires. Si vous pouvez emprunter à 3% et placer à 5, bah, sur, admettons, 100 000 euros, ça vous fait le différentiel de 2% sur 100 000 euros, donc ça vous fait 2 000 euros de plus par an. Utilisez aussi vos compétences en dehors de votre boulot. Euh, Si vous avez une expertise particulière, par exemple, si vous savez développer des logiciels, si vous êtes bon en graphisme, même si vous savez bricoler, proposez vos services. Euh, et si vous avez aucune expertise, bah, vous pouvez aussi rendre des microservices, type soutien scolaire, garde d'enfants, garde d'animaux même. Bon, il y a toujours des options pour générer des petits revenus complémentaires. Quatrième erreur, c'est de ne pas investir. La plupart des gens n'ont que leur salaire comme revenu. Ils sont donc à la merci de leur employeur. La vraie liberté, c'est d'avoir d'autres sources de revenus pour ne plus justement dépendre de son salaire. Ça, on en avait parlé lors de la première séance. Au fur et à mesure que votre carrière avance, votre patrimoine devrait grossir et générer des intérêts de plus en plus importants. Le jour où ces intérêts seront supérieurs à votre salaire, là, vous aurez atteint votre indépendance financière. Évidemment, plus vous commencez tôt à épargner et investir, plus votre patrimoine grandira vite. Là, j'ai mis quatre graphes. La courbe jaune, c'est si vous commencez à épargner, je crois que c'était 200, oui, c'est ça, 200 euros par mois à partir de 50 ans. Vous voyez que votre patrimoine, il passe de zéro à un peu plus de 100 000 à 85 ans. Si vous commencez à 20 ans, la même somme, vous dépassez le million, quoi. Donc, là, il y a un effet exponentiel sur la durée. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Mais euh, la stat que je sors toujours, si, même si vous même si vous commencez tard, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire des merveilles. La stat que je cite, c'est Warren Buffett, donc qui est une des cinq personnes les plus riches au monde, plus grand investisseur de tous les temps. Lui, à 99% de sa fortune, il l'a faite après ses 56 ans. Donc, bon, aujourd'hui, il a 95, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc, ça laisse de l'espoir à tout le monde. Donc, on a vu là les quatre principales erreurs. Quelles sont maintenant les solutions pour éviter ces erreurs? Alors, j'avais fait le précédent webinaire, il était sur les investissements. Donc là, je vais pas reparler de la partie investissement. Je vais me concentrer principalement sur comment augmenter son salaire. Première question que vous devez vous poser, c'est méritez-vous une augmentation? Historiquement, les salaires suivent assez précisément l'inflation. Donc c'est autour de 2% par an depuis 40 ans en tout cas. Donc la plupart des employés peuvent espérer un ajustement lié à l'inflation. Donc en gros, peuvent espérer 2% d'augmentation par an. Au-delà de ça, les augmentations ne sont pas indues. Elles se méritent et il faut avoir une vraie raison pour l'obtenir. La première raison qui est invoquée par les salariés, c'est le coût de la vie.
Mais le coût de la vie, c'est pas une raison valable. Tous les salariés sont impactés de la même façon par l'inflation. Donc, n'allez certainement pas demander une augmentation en justifiant l'inflation. Les trois raisons qui peuvent vous faire obtenir une augmentation, quand je dis une augmentation, c'est une augmentation supérieure à 2%, donc une vraie augmentation. Euh, donc la première raison, c'est si votre salaire est aujourd'hui inférieur au marché. Si, si vous avez un salaire inférieur au marché et que vous avez une bonne relation avec votre responsable, qu'il apprécie votre travail, il aura envie de vous garder, donc il peut potentiellement vous réajuster au prix du marché. Deuxième raison, c'est si vos responsabilités ont augmenté. Donc si vous avez une promotion ou, dans l'année, bah, vous pouvez légitimement demander une augmentation. Et même sans promotion, si votre productivité a augmenté, si par exemple, votre périmètre d'activité est plus grand, si vous avez plus de clients à gérer, si, euh, bah, vous pouvez là aussi légitimement demander une augmentation. Et si vous n'êtes pas dans l'un de ces trois cas-là, bon, moi j'en ai oublié, mais a priori, ce sera beaucoup plus dur de demander une augmentation. Deuxième, deuxième euh, enfin, chose à faire, c'est de bien mesurer votre valeur. Si votre salaire est inférieur au marché, par exemple, bah, il va falloir le prouver. Et ça, c'est pas forcément facile, surtout que on a tendance à surestimer le salaire de ses collègues et à se sentir mal payé. Il y a deux tiers des personnes qui sont payées au prix du marché qui pensent en fait être sous-payées, alors qu'elles sont payées correctement. Donc c'est une tendance assez naturelle. Et on a aussi tendance à surestimer notre propre performance. La majorité des gens se considèrent meilleurs que la moyenne, alors que statistiquement, il devrait y en avoir que 50%. Quand on demande à un automobiliste, par exemple, est-ce que vous conduisez mieux que les autres? Il y a 80% des gens qui disent oui, je conduis mieux que tout le monde. Mais statistiquement, il ne devrait y en avoir que 50. Donc ces deux biais compliquent un peu le... Enfin, c'est dur de mesurer objectivement notre propre valeur. Donc essayez de trouver des chiffres. Le mieux, c'est d'aller sur des sites, enfin, commencer par les sites généralistes. Là, j'en ai mis quelques-uns, votre salaire, Wage ou APEC. Regardez les offres d'emploi, regardez les, les études des cabinets de recrutement ou même contacter les cabinets de recrutement, même s'ils n'ont pas d'offres intéressantes, s'ils ont des offres dans votre secteur, ils pourront peut-être vous donner des idées de combien vous seriez payé ailleurs. Donc ces recherches prennent pas mal de temps, mais elles sont vraiment importantes pour votre négociation et pour votre confiance dans les chiffres que vous demandez. Une fois que vous avez mesuré votre valeur, démontrez votre valeur. Dans un système de notation classique, vous avez généralement cinq bandes. Donc, performance insatisfaisante, performance moyenne, performance correcte, excellente performance et exceptionnelle. La plupart des salariés, ils sont là au milieu. Ils font bien leur travail. En général, c'est les gens que l'entreprise a envie de garder. C'est ceux qui gagnent 2% d'inflation, mais pas forcément ceux qui gagnent plus. Vous avez au-dessus 25% de gens qui surperforment, donc qui font plus que leur boulot, et 15% de gens qui sous-performent. Ça, c'est des stats qu'on retrouve dans pas mal d'études. Même moi, je sais que par exemple, dans ma boîte, enfin, ils essayent chaque année, enfin, ils calibrent, ils demandent aux managers de respecter à peu près ces critères. Parce que sinon, les managers ont tendance à mettre tout le monde en excellent ou exceptionnel.
Donc, justement, je parlais de qui garde, enfin, qui peut obtenir une augmentation. Si vous performez moins bien que la moyenne, vous pouvez être quasiment sûr que vous n'aurez pas d'augmentation. Si vous avez une performance correcte, là, vous pouvez vous attendre à une augmentation qui suit l'inflation, donc 1 ou 2% par an. Et il n'y a que les personnes qui ont un rating note 4 ou 5 qui sont vraiment augmentés. Eux, ils gagnent en moyenne 2% de plus par an. Donc une bonne note, ça vous garantit pas une augmentation, mais par contre une mauvaise, ça vous garantit de ne pas en avoir. Donc il faut vraiment démontrer votre performance d'abord pour essayer d'avoir une note 4 4 ou 5. Je vous disais, là c'est 2% d'écart pour quelqu'un avec un salaire médian. Donc le salaire médian selon l'INSEE, ça commence à 18 000 € pour quelqu'un qui commence sa carrière. Il finit à 24 000, donc ça fait plus 0,7 par an, plus 0,7% pardon, par an, parce que la personne avec son ancienneté devient plus productive. Donc c'est normal que les personnes avec plus d'expérience gagnent un peu plus. Et vous voyez que les 2% en plus, bah, ça fait une grosse différence. Là, j'ai pris les chiffres volontairement hors inflation pour que ce soit plus réaliste, euh, que voilà, que dans 40 ans, 20 000 euros, ça représente enfin, ce sera toujours les mêmes 20 000 euros qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, la courbe orange est nettement plus sympathique que la courbe bleue. Et ça, c'est ceux qui arrivent à avoir les notes 4 ou 5. Ensuite, dernière action, c'est vraiment d'oser demander. Les augmentations tombent rarement du ciel. Euh, le, c'est mon boss qui m'avait raconté, mon premier boss m'avait raconté la stratégie de l'élastique, il m'avait dit en fait, les employés, c'est comme un élastique, on tire dessus au maximum, et quand on sent que ça va lâcher, on, on lâche un peu de lest. Et donc pour les emplois, c'est en gros, on donne le moins d'augmentation possible, le plus longtemps possible, et quand on sent que la personne est prête à partir, là, on lui donne un petit quelque chose. Donc, si vous voulez pas que les RH ou votre manager fassent cette stratégie avec vous, il faut demander régulièrement pour pour qu'ils se rendent compte que vous aspirez à plus. Et il y a beaucoup de gens qui demandent jamais, qui attendent pendant des années, et au bout de 10 ans, ils ont du coup décroché par rapport au marché, et au lieu de demander régulièrement, ils changent de société en étant frustrés, quoi. Donc, demandez, vous devez mériter l'augmentation et la demander. Et ça, c'est un problème encore plus important chez les femmes. Alors, c'est déjà un problème chez les hommes. Je crois que il y a 28% des hommes qui, qui n'osent pas négocier leur salaire. Donc, c'est déjà significatif. Et pour les femmes, c'est encore plus, c'est le double. C'est la moitié des femmes n'osent pas négocier leur salaire. Elles ont tendance à sous-évaluer leurs compétences, alors que les hommes, c'est l'inverse. Ils ont tendance à les surévaluer. Et du coup, plus que les femmes sous-évaluent leurs compétences, elles postulent pas à des rôles qui leur sont en théorie accessibles. Euh, les femmes ont aussi moins confiance en elles, alors qu'elles ont généralement toutes les qualités, enfin, sur le papier, toutes les qualités pour être bonnes négociatrices. Il faut une bonne capacité d'écoute. En général, les femmes sont meilleures que les hommes à ça. Plus d'empathie, elles sont meilleures aussi. Une bonne créativité pour trouver des solutions originales qui satisfont tout le monde. Donc, les femmes ont en plus, une des raisons pour lesquelles elles ne demandent pas, c'est qu'elles en ont peur des réactions négatives et peur de paraître
soit comme agressive, soit comme égocentrique. Alors que chez les hommes, c'est l'inverse. Un homme qui est direct et ferme, il apparaîtra comme confiant et compétent. Bon, on peut espérer que ce genre de décalage entre hommes et femmes se résorbe à terme, mais ça risque de prendre encore du temps. Donc pour l'instant, il faut... moi d'ailleurs, 90% des gens que j'ai aidés sur des négociations salariales, et j'en ai fait un paquet, c'est des femmes. Et la plupart du temps, en fait, mon seul rôle, c'est de les pousser à demander, de donner une stratégie claire pour qu'elles aient confiance. Et après, à chaque fois, ça cartonne. Voilà, donc on a vu comment réduire vos dépenses et comment augmenter vos revenus, notamment votre salaire. Donc, les deux options qui s'ouvre à vous là aujourd'hui. La première, c'est vous épargner tout seul. Donc, l'avantage, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que vous ne détectez pas forcément certaines erreurs. Vous n'avez pas de point de comparaison et du coup, c'est dur de savoir si ce que vous épargnez, c'est bien ou non. Vous manquez aussi de structure. Difficile de savoir aussi quoi faire et dans quel ordre. Et résultat, vous remettez généralement au lendemain ou vous avancez un peu au hasard. Euh, un autre inconvénient, c'est l'abandon. Sans motivation externe, on lâche au bout de quelques semaines et on retombe dans ses anciennes habitudes. Donc on finit par répéter les mêmes erreurs pendant des années, ce qui nous empêche d'épargner autant que ce qu'on aurait pu épargner. Deuxième option, c'est d'être aidé par un professionnel. Donc certains ont déjà vu cette slide. Si vous êtes malade, bah, vous appelez un docteur. Si vous avez un problème de tuyauterie, vous appelez un plombier. Si vous avez un problème légal, vous appelez votre avocat. Si vous avez un problème financier, que ce soit sur l'épargne ou l'investissement ou les négociations de salaire, bah, c'est bien d'appeler quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il n'y a il y a pas forcément grand monde qui peut vous aider. Surtout pas votre banquier. Il n'est pas là pour vous aider à épargner plus. Faites plutôt appel à un coach financier. Le coach financier, il est là pour vous aider à définir vos objectifs de vie et vos objectifs financiers. D'abord vos objectifs de vie et ensuite vos objectifs financiers, hein. Les objectifs financiers dépendent d'abord de vos objectifs de vie. Une fois que vous avez ces objectifs, bah, vous pouvez définir une stratégie pour les atteindre, mettre en place cette stratégie et changer vos comportements si nécessaire. Euh, le coach est là aussi pour vous aider à acquérir une certaine culture. Euh, voilà. Typiquement, là, sur les sujets qu'on a vus aujourd'hui, c'est de vous donner, tiens, là, je pense que tu pourrais épargner plus, si en comparaison aux autres Français ou à ce que tu pourrais faire. Là, t'es un peu en retard. Pareil sur le salaire, comment donner quels sont les critères importants à négocier, quelle est la bonne approche. Tout ça, il y a une culture en fait financière que le coach est là pour vous donner et qui normalement devrait rejaillir sur tous les autres domaines de votre vie. Je vous ai dit en intro que j'étais moi-même coach financier. C'est pas mon boulot principal, mais j'adore aider les gens justement à bien gérer leurs finances, à augmenter leur épargne, à augmenter leur salaire. J'en ai fait beaucoup. Bah, c'est par ça, c'est par les négociations de salaire que j'ai commencé en 2006. Au début, c'était des collègues, ensuite des amis, ensuite ça s'est un peu propagé. Et j'ai fait beaucoup de négociations de salaire au début. Ensuite, j'ai commencé à coacher sur la partie investissement.
comme j'avais créé des sociétés immobilières, j'ai commencé à aider les gens avec mon expérience. Pareil sur la partie trading et investissement, comme ça fait depuis 20 ans que je suis en trading, je peux aider les gens à mieux gérer leur portefeuille. Et en fait, il y a eu un déclic en 2018 quand j'ai aidé trois personnes à coup sur coup, le même mois, en mars 2018, à prendre 15, 20 et 5% d'augmentation de salaire. Donc évidemment, eux, ils étaient ravis. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, moi, j'étais presque aussi ravi qu'eux, presque aussi ravi que si c'était moi qui avais eu les 20%. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, il faut vraiment, je coachais déjà pas mal de gens, mais c'était pas vraiment professionnel. Là, je me suis dit, tiens, il faut que je lance un programme, il faut que j'ai une vraie structure. Et c'est donc ces négociations-là qui m'ont donné le déclic, qui m'ont donné envie de me lancer euh, dans cette activité de coaching. Donc j'ai publié le livre Le million pour tous en 2022. Là, j'ai lancé jusqu'à l'année dernière, je faisais que des coachings individuels. Maintenant, je fais aussi des coachings de groupe qui sont du coup beaucoup moins chers. Et voilà, donc c'est ça, cette activité-là aussi que j'essaye de développer parmi toutes mes activités. Du coup, d'ailleurs, si ça vous intéresse de de discuter avec moi de votre épargne. Si vous voulez augmenter votre épargne, si vous avez une négociation de salaire en vue, n'hésitez pas à me contacter. J'adore ça, j'adore en parler. On peut voir, discuter de votre situation personnelle, voir quels sont vos objectifs exacts, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs. Et moi, j'essaie de vous donner quelques recommandations. C'est gratuit, pas d'engagement, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur mon site coachdazé.com, il y a un bouton consultation gratuite là en haut du site, de toute façon, vous ne pourrez pas le louper. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai fini Hop, voilà, bah, j'ai fini, bah, je vais arrêter de partager les slides. Euh, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Euh, je vais y répondre avec plaisir. Alors, je regarde s'il y a déjà des questions. D'ailleurs, si on souhaite accéder à la première sans être inscrit, est-ce possible? Oui, tout à fait. Vous avez dû recevoir par mail. Normalement, en fait, j'avais envoyé les replays après la première et la deuxième séance. Si vous ne les avez pas reçus, ben, envoyez-moi un mail et soit sur LinkedIn, soit ben, normalement vous avez quand même reçu l'email, vous pouvez répondre. Et je vous enverrai les replays. Mais normalement, vous devriez déjà les avoir. Je regarde la question de Laura, revenu après impôt sur le revenu et les taxes habitation foncier. Alors, je ne sais plus à quel moment tu m'as posé cette question, Laura. Si tu peux préciser. Bah merde. Euh, Allô? On Oui, m'entend? oui, on Ah t'entend. oui, excusez-moi. Je savais pas comment le micro était activé. Bah, c'était sur les déciles des strates de revenus de l'INSEE, en fait, hein. Et donc, ta question, c'est est-ce que c'est les... alors, je regarde si c'est les... Je reviens à la slide. Tuc, tuc, tuc. Je crois que c'est les revenus bruts, mais il faudrait que je vérifie. J'avoue que je crois que c'est le revenu brut. Parce que si c'est brut, c'est vraiment pas élevé, hein. Bah, Qu'est-ce qui est pas élevé? Non, bah, la personne qui est dans le premier décile est dans la précarité, en fait. Oui, bah, il y en a. Alors C'est du brut. c'est. Ouais, ouais. J'avoue que j'avais été surpris aussi de voir que les 20% les plus bas, parce que le salaire médian, enfin, le salaire médian, c'est autour de 20 000. Euh, Brut. ouais, non, un peu plus, 25 000. 25 000, ouais, bah, c'est ça, c'est entre le deuxième et. euh,
25 000 bruts, ouais. Donc effectivement, ceux qui sont dans le premier quintile sont à 13 000, c'est bas. Ok, merci pour la réponse. J- Moi, j'ai deux Bon, questions, si je peux les ouais, demander comme oui, ça, oui. oralement. Voilà, bonsoir. Donc, en fait, vous dites que quand on a des compétences, on peut travailler plus. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis graphiste, par exemple, donc je pourrais travailler en tant qu'indépendante en plus de mon salaire, enfin, de mon travail quotidien. Mais c'est forcément au détriment de sa qualité de vie. Donc, bien sûr, ça augmenterait mes revenus, mais ça veut dire que je travaillerais en plus le soir ou le week-end. Donc, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que mon travail de base, c'est je travaille dans une ONG. Mais en fait, vous dites de négocier son salaire alors que les ONG, actuellement, avec le gouvernement, sont extrêmement fort impactées par les restrictions de budget. Donc, je me sens je me sentirais très très mal de demander une augmentation, alors que déjà pour l'organisation, c'est déjà compliqué. Et je travaille depuis 2 ans à 4/5e. Et donc, la première réaction, sans doute qu'ils vont me dire, c'est bah, recommencer à travailler à temps plein pour gagner plus. Alors que là, déjà, je croule un peu sous le travail. Et donc, voilà, c'est les deux questions que j'ai, parce que pour moi, c'est un petit peu difficile dans cette situation-là de négocier mon salaire. Voilà, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. Oui, oui, bah alors, sur le premier point, c'était quoi? C'était le... C'était que pour gagner plus, on peut travailler plus. Et Oui, oui, forcément, voilà. en dehors de ça. Sur le... Oui, ça, bah, ça évidemment, si vous faites une activité en plus, ça va vous prendre du temps et c'est au détriment de la vie personnelle. Bah en fait, moi, c'est mon cas, hein. L'activité de coaching, je le fais le soir. En gros, je travaille de 7h à 18h pour ma boîte et de 18h à 21h pour le coaching. Donc, ça fait des grosses journées. C'est évidemment un choix. C'est une possibilité, mais ça a un coût. Et pour la deuxième question sur le salaire, euh, alors d'une part, d'une manière générale, c'est plus dur de négocier quand vous êtes dans des sociétés comme enfin, dans l'administration, dans le service public, dans les ONG, dans toutes les boîtes où il y a des grilles assez strictes, c'est plus dur de négocier, ça c'est sûr. Par contre, sur ton point, j'ose pas demander. Ça, c'est un, ça, enfin, ça, il faut passer outre. Je pense que ton point suivant était bon. Effectivement, si tu es au 4/5e, ils vont peut-être te dire, si tu veux gagner plus, bah, on repasse à 100%. Ça, c'est pas, enfin, je comprendrais l'argument. Par contre, si jamais tu repasses à 100%, c'est pas parce que t'es dans une ONG que tu dois être moins payé que le marché. Mais peut-être du coup, il faut pas te comparer à des sociétés privées. Il faut comparer avec le marché des autres ONG pour savoir si t'es au-dessus ou pas, quoi. Oui, ok. Merci. Mais faut oser, hein, je pense. Enfin, de toute façon, ça coûte rien de demander. Si on demande gentiment, moi je trouve que tous les gens qui me demandent, en général, ça montre qu'ils sont motivés, qui veulent s'investir. Euh, Moi, je trouve ça plutôt positif, hein. Et après, s'ils sont agressifs et si ils sont pas contents quand je leur donne pas ce qu'ils veulent, là, bon, là c'est plus compliqué, mais il faut demander et demander gentiment à la base. Mais en proposant une plus-value, évidemment, parce que on peut pas venir en disant on est débordé par notre boulot, on aimerait bien une augmentation. C'est pas l'augmentation qui va nous diminuer notre charge de travail, évidemment. Non, ça c'est sûr. Mais, euh, euh, mais justement, c'est là où, si tu as une bonne connaissance du marché, peut-être, tu vois, le cas idéal, si dans une autre équipe ou dans une autre boîte, ton rôle il est divisé en deux personnes, tu vois, là c'est un argument. Tu dis,
L'année dernière, je bossais moins. Là, cette année, j'ai pris d'autres responsabilités. Du coup, je bosse beaucoup plus. Du coup, tu peux légitimement demander plus. D'accord, merci. Bon courage, bonne négo. Merci. Je reprends les questions dans le chat. Pendant combien de temps les replays seront disponibles? C'est une bonne question. Je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a une limite. Euh, bonne question. Au pire, vous pouvez les télécharger si vous voulez être sûr. Mais enfin, si jamais, je crois pas qu'il y ait de limite. Mais si jamais il y en a une au bout d'un moment et que vous les retrouvez plus, vous pouvez me contacter. Des conseils pour augmenter son salaire quand on est consultant à son compte et non salarié. Bah là, il faut augmenter son chiffre d'affaires. Mais moi, c'est pareil, là, les arguments que j'ai donnés, c'est plus euh, pour quelqu'un qui travaille dans une société privée. Quand vous êtes à votre compte, bah, ça va être développer votre activité. Moi, c'est mon cas, par exemple, sur la partie coaching. Si je veux gagner plus avec le coaching, bah, faut que je bosse plus. Travaille de 7 heures à 20 heures et peu compatible avec une famille et des enfants. Alors, j'ai une famille et deux enfants. Bah, je m'organise. Euh, oui, il n'y a pas. Alors, c'est vrai que c'est des belles journées. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, je le conçois. Et c'est pareil, c'est souvent plus dur pour les femmes parce que vous avez plus la charge mentale, la gestion des enfants. Ma femme me le répète assez souvent. Euh, mais bon, il y a pas besoin de bosser 13 heures par jour non plus pour réussir, hein. C'est pas enfin, chacun trouve son rythme. Moi, j'ai plein d'activités qui m'intéressent, donc ça me plaît de bosser dessus, ça me plaît d'y passer un peu de temps le week-end. Mais je veux pas non plus, voilà, ma limite, elle est, par exemple, le week-end, je veux pouvoir aller voir les matchs de foot et de rugby de mes enfants. Euh, bon, chacun trouve son équilibre. Est-ce qu'il est conseillé pour son tout premier job ou son arrivée dans une nouvelle entreprise de négocier son salaire, même si on n'a pas de raison concrète, car pas de chiffre concret sur ce qu'on apporte à l'entreprise? Alors, le, quand vous commencez un nouveau boulot, euh, c'est le meilleur moment. C'est là où il faut vraiment négocier son salaire. Moi, j'ai fait l'erreur quand je suis arrivé en Angleterre. J'avais j'avais un salaire qui était plus élevé que ce que j'avais en France, donc j'étais content. Mais en fait, je savais pas à l'époque que la moyenne était bien supérieure. Donc enfin, ils m'ont peut-être embauché pour ça parce que j'étais 20 ou 30% en dessous du marché. J'ai pas négocié, j'étais tellement content que j'ai pas négocié. Ben après, il m'a fallu plusieurs années pour rattraper mon retard. Donc, oui, le meilleur moment pour négocier votre salaire, c'est l'embauche. C'est à la fin du processus de recrutement, quand vous avez prouvé vous avez montré au recruteur que vous êtes la bonne personne pour le rôle. Lui, il vous veut, il vous fait une offre, et là, vous devez négocier à fond, quoi. C'est beaucoup plus simple de négocier là que de négocier une augmentation. En général, quand on a une augmentation, on... enfin, c'est rare d'avoir des augmentations de 20%. Alors que, enfin, je dis pas que c'est plus commun au début, mais euh, quand le recruteur fait une offre, il garde une marge de manœuvre qui est largement supérieure à une augmentation moyenne. Donc oui, oui, n'hésitez pas. Si c'est la question, je sais pas si c'est pour un tout premier job, donc si c'est en sortant d'études, euh, bah là peut-être que vous avez des stages, le recruteur vous embauche pas pour votre expérience, mais il vous embauche pour vos compétences que vous avez pris à la fac, ce que vous avez fait pendant vos différents stages. Il mise là-dessus, sur votre capacité à apprendre plus vite et à vous développer dans les prochaines années. Donc, même pour un premier job,
Alors là, en général, il y a des grilles. Donc, c'est plus compliqué de passer outre, mais il y a toujours une petite marge de manœuvre. Il faut savoir quelle est la moyenne dans votre fac ou dans votre école, dans votre secteur. Il y a quand même pas mal de préparation à faire avant. Combien de séances de coaching nécessaires en moyenne pour un indépendance financièrement? Bah moi, le programme que je propose, c'est un programme sur 3 mois, donc avec des séances toutes les semaines pour augmenter votre épargne, augmenter votre salaire et améliorer la rentabilité de vos investissements, principalement immobiliers et boursiers. Euh, en 3 mois, vous n'allez pas devenir indépendant financièrement, c'est faux, c'est sur la durée. Mais par contre, au bout des 3 mois, vous aurez une stratégie très claire. Vous saurez quand est-ce que vous serez exactement indépendant financièrement. Vous saurez comment y arriver et vous aurez toutes les compétences pour mettre en place cette stratégie. Euh, donc, au bout des 3 mois, même si on n'a pas encore l'indépendance financière, on a déjà plein d'outils euh, pour être confiant dans la gestion de vos finances. Est-ce qu'il est conseillé pour son... non, alors ça c'est euh, la question à laquelle je viens de répondre. Hop, j'agrandis. Ok, bon à savoir, il est possible de tabler entre 5 et 15%. C'est un ordre de grandeur. Euh, Pareil, quand vous faites une contre-offre en négociation, moi j'aime bien voilà, entre 10 et 20% de plus. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir, mais si vous demandez moins de 10%, bon, ça fait peut-être pas une grande différence pour vous. Plus de 20%, vous allez pouvoir enfin, vous allez paraître peut-être trop gourmand. Donc il y a un juste milieu qui semble pas mal. Après, à affiner avec votre situation propre, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Désolé, j'ai raté la discussion. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, oui, bien sûr, Guillaume. Je l'enverrai demain. Puisque vous êtes inscrit, vous allez le recevoir automatiquement. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous en avez d'autres que vous voulez poser oralement? Si vous n'en avez pas, on peut terminer cet appel. J'espère que ça vous a donné des idées pour augmenter votre épargne. Et si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter, soit sur LinkedIn, Raphaël Dazé, soit en prenant, le mieux c'est de prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site coachdazé.com. Ah, j'ai une question. Oui, Vas-y. excusez-moi, vous avez dit que quand les femmes osaient demander une augmentation, elles étaient soit égocentriques, soit quoi? Elles peuvent paraître, j'ai pas dit elles Ah, étaient, d'accord. euh, D'accord. euh, elles peuvent paraître agressives ou égocentriques. Et Ah, ce qui est étonnant, j'avais lu, euh, j'avais lu une étude vachement intéressante là-dessus, c'est que en fait même les autres femmes, si vous avez une femme qui est manager, elles aiment pas trop quand les femmes de leur équipe demandent une augmentation. Mais il n'y a pas que les hommes qui aiment pas ça, même les femmes entre elles, parce que justement, elles les trouvent trop agressives, alors que pour les hommes, c'est l'inverse. Un homme qui va demander, il va paraître assez confiant et compétent. Donc c'est assez injuste, ce genre de distinction, mais il vaut mieux le savoir pour du coup éviter et peut-être que du coup les femmes doivent faire un effort pour pas paraître agressif. Donc vaut mieux savoir le problème pour arriver à le résoudre. d'accord. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.